Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous avons des preuves claires que ces groupes criminels visaient à acheter 300 000 voix. La mise en vente sur le Bon Coin, une méthode fréquemment utilisée pour alerter sur le manque de moyens. Une fraude d'une ampleur sans précédent. J'ai promis à ma femme que je la mettais sur le Bon Coin. Le préfet serait logé où alors ? On doit tous participer à l'effort qui est demandé. À l'hôtel ou... Une femme de 86 ans s'est suicidée dans le camping où elle résidait depuis plus de 30 ans après avoir été menacée d'expulsion. Je vis ça de façon très violente. Ce personnage, je la connaissais depuis très longtemps et c'est déplorable ce qui s'est passé, quoi. On expulse assez violemment un club de 300 licenciés. Comme elle l'a dit, ça l'a détruite. Cette histoire l'a bien détruite parce qu'elle n'est plus là. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et ça continue encore et encore, et personne n'est d'accord, contrairement à ce que disait Francis Cabrel. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, très simplement, d'abord, ça y est, on ne délocalise pas, on vend pas seulement les bijoux de famille, Alstom et compagnie. Un président du conseil départemental, le palais de justice... afuera, à vendre. La préfecture, afuera, à vendre. Dizaines de gendarmeries, afuera, à vendre. Ça se passe en Haute-Marne. Pourquoi ? On va en parler avec ce président du conseil départemental. Il en a marre de voir effectivement le budget des collectivités fondre comme neige au soleil. Et puis, on en parle un peu partout, vous avez sûrement entendu parler, le boulodrome de Montmartre. Voilà, il y avait 50 ans qu'il y avait un terrain pétanque sur la butte Montmartre, en tout cas dans ce quartier légendaire. Les boulistes ont été évacués manu militari par les CRS. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Querelle de voisinage, querelle de propriété, légale ou illégale, on va en parler avec les partis en présence et c'est important d'en parler, de voir un peu, de voir les avis contraires effectivement. Et puis alors on va parler du référendum en Moldavie, vous savez, Europe or not Europe. Vous vous rappelez qu'en 2005 on avait aussi voté là-dessus, non pas sur l'Europe, on était déjà en Europe, nous en France, mais sur la Constitution européenne et avec les résultats que l'on sait. Et puis nous allons recevoir en seconde partie d'émission Jean de Kervasdoué, qui est économiste de la santé et qui parle de la grande mystification. Quelle grande mystification ? Tout simplement, il explique que l'écologie politique est en train de tuer l'écologie réelle. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Alors, vous qui cherchez une bonne protection, je peux vous prêter mon arme. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Oui, mais depuis quand des Français vendent des institutions françaises ? Et quelles institutions françaises ? Les institutions de la République ? Elles sont mises en vente ? Vous n'y croyez pas, bien sûr, c'est une fake news. Pas du tout. En tout cas, certains l'envisagent. Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Tout doit disparaître, paraît-il. Je ne sais pas ce que ça vient faire là, Tété, mais enfin, c'est très bien. Alors, Tété, pourquoi on parle de tout doit disparaître ? Alors, c'est très simple. Je vous assure, c'est pas une légende. Préfecture, palais de justice, gendarmerie. Le président du conseil départemental de Haute-Marne, Nicolas Lacroix, estime que les coupes demandées aux collectivités locales vont fragiliser encore plus certains départements. Nous l'avons avec nous. Bonjour, monsieur Lacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président républicain du conseil départemental de Haute-Marne et vous a entendu hier. Et vous disiez, écoutez, moi, si ça continue comme ça, je vais mettre sur le site Le Bon Coin, que tout le monde connaît bien sûr, on a des départements administratifs, la préfecture, par exemple, le palais de justice, quelques dizaines de bureaux de gendarmerie. Dans notre département, écoutez, puisque je n'ai plus d'argent et puisque je n'ai pratiquement plus de recettes, ou en tout cas très très peu par rapport à ce que je voudrais, je vais les mettre en vente. Bon, c'est une manière de communiquer, c'est une provocation, bien sûr, Monsieur le Président. Alors, pas complètement, parce que d'abord, on va mettre en vente ce qui appartient au conseil départemental. Oui. Alors, bien sûr, c'est une alerte envoyée directement au Premier ministre et à son gouvernement. Et puis, avec cette annonce faite sur Le Bon Coin, c'est aussi un message envoyé directement aux Français pour dire
les collectivités, les départements ne pourront plus vous accompagner. Alors, 5 milliards d'économies, 2,2 milliards demandés aux départements, alors que nous avons déjà beaucoup donné ces dernières années. Aujourd'hui, l'effort qui est demandé, évidemment, insupportable financièrement pour les départements. Donc, c'est une alerte que je lance, forte, c'est vrai, mais je ne vends pas ce qui ne m'appartient pas. Je souhaite vendre ce qui appartient aujourd'hui au conseil départemental, une préfecture, des sous-préfectures, des logements de fonction des sous-préfets ou des secrétaires généraux. Voilà, il y a un certain nombre de patrimoines aujourd'hui dont je souhaite, ou en tout cas, je souhaite engager la démarche. Vous savez, les démarches sont longues, donc c'est pas non plus une blague de 1er avril, c'est vraiment une volonté de regarder et... Alors, est-ce que je peux vous demander, alors pour être précis, pour la Haute-Loire, puisque quel est votre budget et qu'est-ce qui vous est demandé à vous pour parler du département de la Haute-Loire comme effort dans ces 5 milliards? Moi, c'est la Haute-Marne. La Haute-Marne, pardon, oui. Oui, écoutez, en tout cas, on nous demande, en tout cas dans les projections et les annonces du projet de loi de finances, 7,5 millions d'euros, des recettes que nous n'aurons pas, alors que nous avons déjà fait beaucoup d'efforts. Alors le budget, il est de 280 millions d'euros, mais c'est énorme, sachant que vous saviez, j'ai annoncé il y a quelques jours, avant l'annonce du projet de loi de finances, j'ai réuni les maires de mon département pour leur dire que je ne pourrais plus l'accompagner comme avant. Je les aidais à hauteur de 12 millions. J'ai annoncé 6 millions. Donc 6 millions d'économies déjà annoncées il y a à peine un mois. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est la douche froide. Moi, je ne souhaite pas expliquer que les départements ne doivent pas faire l'effort que tous les Français vont devoir faire. Et donc, je ne suis pas non plus dans cette volonté. D'ailleurs, je soutiens le gouvernement et je souhaite d'ailleurs sa réussite. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, on a été fortement sollicité. On ne peut plus. Sachant qu'on accompagne beaucoup de Français du plus jeune âge jusqu'à la fin de la vie. Vous savez, les départements, c'est vraiment la collectivité des solidarités. Et j'ai bien peur qu'on ne puisse plus exercer cette mission. Oui, vous voulez dire que toutes les responsabilités que vous avez, effectivement, vous dites, on est en train de demander, vous avez rappelé du nombre de milliards qui est demandé, effectivement. En même temps, moi je voudrais avoir votre avis, et là, ça ne concerne pas évidemment la Haute-Marne, mais toute la France. Le problème qui est posé, et on l'a vu, et alors ça concerne évidemment l'État, je parle l'État central bien sûr, mais est-ce que ça ne concerne pas aussi les collectivités territoriales et nationales, les collectivités, en ce sens que, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème dans les dépenses de fonctionnement? Parce que on regardait les ARS, pour ne parler que de la santé, regardez ce qui se passe dans un certain nombre de postes, et on dit presque un tiers des dépenses publiques, parce que tout le monde dit il faut effectivement raboter sur les dépenses publiques. Mais laquelle? Est-ce que franchement, alors pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème de dépenses de fonctionnement, monsieur le président? Écoutez, 70% de nos dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses imposées par l'État sur toutes nos politiques des solidarités, grand âge, handicap, protection de l'enfance, RSA, insertion. Ça, c'est 70% de nos dépenses qui sont en fait quasiment incompressibles parce qu'elles sont décidées bien souvent par l'État. D'ailleurs, quand l'État décide d'augmenter les allocations individuelles de solidarité, les aides à la personne, il nous demande pas toujours notre avis, il l'annonce et ensuite nous payons. Typiquement, la dernière fois que le président de la République a annoncé une hausse de 4,6% du RSA, c'est le président de la République qui l'annonce, ce sont les départements qui passent à la caisse. Et il n'y a pas de concertation, à ce moment-là? En fait, très peu, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Souvent, des décisions prises sans concertation, mais qui coûtent cher au département. Vous savez, moi, on entend parler un souhait de 90 milliards d'économies. Moi, j'ai regardé aujourd'hui en face, vous avez 1200 agences de l'État qui coûtent aujourd'hui une estimation plus de 100 milliards. Je pense que c'est là qu'on doit aller chercher les économies. Et arrêter de taper sur les collectivités qui sont en proximité avec l'ensemble de leurs habitants. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter. L'État doit être exemplaire. Et donc, évidemment, les choses ne peuvent pas se faire en quelques semaines. Et le Premier ministre a cette problématique de trouver des solutions en quelques semaines. Mais moi, je demande vraiment à ce qu'on regarde ces 1200 agences de l'État qui coûtent beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut regarder de près et faire des économies, en tout cas dans ce domaine-là, avant de toujours se diriger vers les collectivités qui, elles, ont leur budget en équilibre, ne font pas beaucoup de dettes.
et ont l'obligation de rembourser leurs dettes, ce qui n'est pas le cas de l'État. Oui, c'est ça, donc c'est très important ce que vous venez de dire. Et ont l'obligation d'avoir un budget en équilibre et de rembourser effectivement leurs dettes, ce qui n'est pas le cas de l'État, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, il faudrait peut-être parler aussi des milliers d'associations, je dis pas, les associations, beaucoup font très 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 bien leur boulot, mais beaucoup sont subventionnés, on se demande pourquoi. Il y a aussi cela, hein. Il y a tous ces domaines-là à voir. Et vous vous dites, en fait, on est en train de ponctionner de façon totalement excessive les collectivités de proximité dont vous faites partie. On explique, et Bruno Le Maire l'expliquait très souvent d'ailleurs, en donnant beaucoup de leçons aux collectivités, que les collectivités dépensaient trop. Si elles dépensent trop, c'est parce que régulièrement, l'État se désengage sur un certain nombre de sujets. Vous savez, les départements aujourd'hui s'engagent beaucoup sur les questions de santé. Ouais. C'est bien une compétence régalienne, mais aujourd'hui, si les collectivités ne s'engageaient pas sur les questions de santé, des pans entiers du territoire n'auraient pas de couverture pour l'ensemble de leurs habitants. Les départements aujourd'hui investissent encore pour loger les gendarmes. Ça a été mon cas. Parce que l'État n'est plus en capacité de loger ses propres fonctionnaires. Donc voilà, la sonnette d'alarme, c'est dire, attendez, aujourd'hui, vous demandez beaucoup aux collectivités. Eh bien écoutez, moi je ne logerai plus gratuitement, gracieusement, l'ensemble de vos fonctionnaires, du préfet, en passant par les gendarmes ou en passant aussi par les principaux de collège et l'ensemble des fonctionnaires aujourd'hui qu'on loge. J'allais dire gracieusement, on n'a plus les moyens de le faire. C'est-à-dire que c'est très important parce que beaucoup de gens ne le savent pas, ça, Nicolas Lacroix. C'est-à-dire que le département finance le logement des, je veux dire, d'un certain nombre de fonctionnaires de l'État. Ben, c'est en fait la liste sommaire que j'ai effectivement fait connaître. Le palais de justice, le tribunal judiciaire, les sous-préfets sont souvent logés dans de belles maisons très luxueuses. Les préfectures, qui appartiennent évidemment au patrimoine des départements et au patrimoine, bien sûr, mais donc il n'est pas question évidemment de brader ou de vendre. Simplement, je voulais tirer la sonnette d'alarme en disant attendez, respectez un peu les collectivités qui sont des partenaires de l'État sur les territoires. Et donc là, je crois que aujourd'hui, ce qui est demandé de façon historique aux collectivités, personne ne peut l'accepter et les départements, une fois de plus, sont sollicités plus que les autres. Est-ce que ce sera intéressant de voir si d'autres départements suivent votre démarche, en tout cas la lance en disant écoutez, nous aussi, est-ce que vous avez eu contact avec certains de vos collègues? Alors, j'ai pas été le premier à lancer l'alerte, puisque mon collègue du Loiret a lui-même mis en vente un certain nombre de bâtiments, dont la préfecture et un certain nombre d'autres bâtiments. Ouais. Voilà. Sauf que lui a dû à lancer la vente. Moi, j'ai effectivement dit que je le vendais sur le Bon Coin. Pourquoi le Bon Coin? Tout simplement parce que c'est connu par tous les Français et je veux aussi prendre à témoin les Français. Vous savez, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a dit qu'on devait protéger les plus faibles. C'est la mission des départements. On protège les plus fragiles et on protège les plus faibles. Et si on n'a plus les moyens d'agir, je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet et on doit être entendu par le gouvernement parce que on est au quotidien aux côtés des plus fragiles et des plus faibles. Et c'est notre mission qui nous coûte évidemment très cher. Mais c'est notre mission et je crois que c'est d'ailleurs l'un de nos plus beaux métiers, en plus de tout ce qu'on peut faire en matière de collège, sur les routes, sur les mobilités. Voilà. Et est-ce que vous avez eu déjà des réactions du côté gouvernement, puisque vous espérez évidemment être entendu avant d'avoir à vendre au Bon Coin ou ailleurs tous ces bâtiments? Est-ce que vous avez bon espoir en tout cas d'être entendu de façon assez rapide? On a déjà eu un certain nombre de rencontres et je pense que le gouvernement est bien conscient que les départements ne pourront pas aller aussi loin qu'ils le souhaiteraient. Maintenant, j'attends les débats parlementaires. On a évidemment aussi sollicité l'ensemble des parlementaires parce que c'est un vrai sujet qui concerne la cohésion territoriale dans son ensemble. Et donc, voilà, les débats sont lancés. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, mais je peux vous dire que les départements aujourd'hui sont très remontés. Ils ne se laisseront pas faire parce que on a vraiment l'impression qu'on souhaite les asphyxier. Certains parlent même de la mort des départements. Aujourd'hui, 20 départements sont en grande difficulté et ne peuvent pas déjà boucler le budget 2024. Et moi, je crois aussi que les départements asphyxiés, ce sont tous les Français qui seront touchés.
Oui, en tout cas, c'est certain qu'il y a un problème tout à fait de fond. Il faut savoir quand on veut faire des économies et sur qui on va raboter et qui on va raboter. Effectivement, il y a, je pense que là-dessus, je suis d'accord avec vous et je suis pas le seul. Il y a des priorités peut-être plus importantes que de raboter les proximités, enfin les collectivités. On va suivre ça. Merci Nicolas Lacroix. Merci pour vos éclaircissements. Pour réagir ou poser une question, vous pouvez appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient dans quelques instants pour parler du boulodrome de Montmartre et de son évacuation. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Hier, il y avait du monde, beaucoup de monde à Paris, dans le 18e arrondissement, avenue Junot. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la police, les CRS ou la BAC qui délogeaient les membres du CLAP. Le club de pétanque du 18e arrondissement de Paris, 6 avenue Junot, club Le Pic Abbesse Pétanque, évacuation décidée par la ville de Paris, propriétaire des lieux. On va en parler tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Sacha Distel, et voilà les Parisiens, on va leur apprendre à jouer à la pétanque. Et en tout cas, dans le 18e arrondissement, ce ne sera plus le cas. Ils vont pas apprendre à jouer à la pétanque. Alors, on rappelle juste les faits parce que ça a soulevé beaucoup d'émotions depuis d'ailleurs quelques temps déjà. Ça fait le problème est posé d'ailleurs depuis des mois, voire des années. En 2 mots, et justement, vous me corrigerez les 2 parties ici. Je commets une erreur. Donc, en 2 mots, voilà. L'évacuation du club Le Pic Abbesse Pétanque a été décidée par la ville de Paris, propriétaire des lieux, qui a effectivement vendu le terrain qui était effectivement occupé depuis 50 ans, depuis 1971, par le club de pétanque des Abbesses. Donc voilà, les forces de l'ordre ont évacué le terrain, ont débarrassé effectivement les meubles qui étaient là-bas. Il y avait plusieurs dizaines de membres qui étaient là. Ça durait depuis 6 mois leur occupation pour empêcher ça. Voilà, donc la ville de Paris confie les lieux à l'hôtel particulier de l'avenue Junot, la très chic avenue de Paris. Donc opération d'expulsion, décision du Conseil d'État, voilà ce qui s'est passé. Alors, on va demander aux 2 parties de s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bonjour Christian Clark et bonjour Maxime Logier. Je rappelle Christian Clark que vous êtes responsable des jardins Junot et des ventes événementielles à l'hôtel particulier de Montmartre. Et Maxime Logier, bonjour, vous êtes responsable de communication du CLAP, le club de pétanque de Montmartre, encore une fois qui existe depuis 1971. Christian Clark, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui ne s'est pas exactement passé? Alors, tout d'abord, bonjour, je suis ravi de pouvoir échanger sur Sud Radio. Et juste une petite précision, moi je suis en charge du jardin Junot et je n'ai pas du tout de lien avec l'événementiel de l'hôtel particulier. Ah d'accord, vous êtes en charge des jardins de Junot. D'accord. Oui, absolument. Je suis le représentant. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la mairie de Paris a une obligation de faire des appels d'offres sur les terrains publics. Il y a un appel d'offres qui a été lancé sur le terrain qui est juxtaposé à l'hôtel. Oui. À la suite de ça, le Jardin Junot a remporté l'appel à projet qui a été voté en Conseil de Paris, confirmé par le Conseil d'État. Il y a longtemps, il y a combien de temps cela? Ça fait à peu près, ça fait 3 ans qu'on est sur le dossier, qu'on travaille sur le dossier. Et là, on a dû attendre les différentes décisions de justice et puis après que la ZAD qui était installée puisse s'en aller. Et le projet, il est très simple. En fait, c'est de rendre un jardin public qui était un ancien square, ouvert au grand public, qui avait été privatisé par une association pendant près de 50 ans, et qui était fermé au public. Il y avait quelques membres du CLAP qui pouvaient y participer, mais malheureusement, il y avait très peu de monde qui était élu. Et c'est pour ça que nous, en fait, on reçoit des dizaines et des dizaines
de messages de félicitations d'habitants du quartier qui n'en pouvaient plus et qui voulaient juste bénéficier d'un espace public pour le grand public. On est submergé aujourd'hui par toutes les demandes de remerciements pour cette ouverture au public de ce jardin public. Oui, alors juste un mot et vous restez avec nous. Chris, oui, absolument, vous allez la voir. Maxime Loger, juste un mot, Christian Clark, vous dites les jardins Junot, mais vous n'êtes pas du tout lié à, enfin je veux dire, les jardins Junot ne sont pas liés à l'hôtel particulier de l'avenue Junot? Il y a les aucun jardins lien? Junot sont... Si, il y a un lien, tout à fait. La première chose, c'est qu'on est voisins. Et la deuxième chose, en fait, c'est que l'hôtel particulier fait un mécénat pour couvrir l'ensemble des travaux et notamment payer une redevance à la ville de Paris à hauteur de 60 000 € par an pendant 12 ans. Et le lien, il est là. Mais après, c'est un jardin public qui sera ouvert de 8h à 19h pour tout le monde et gratuitement, bien entendu, comme tout jardin public aujourd'hui à Paris. Et d'ailleurs, on peut retrouver des modèles un peu similaires. Quand vous allez au jardin du Luxembourg, il y a des concessions qui sont faites à des D'accord. Oui, c'est l'hôtel particulier paiera une taxe de 60 000 € à la ville de Paris. Et si j'ai bien compris, le terrain sera ouvert au public, enfin le lieu, pendant la journée, c'est ça, de 7h à 19h, c'est ça? De 8h à 19h, oui. De 8h à 19h. Alors, Maxime Liogier, vous êtes responsable de la communication du CLAP. Alors, votre réaction, votre ressentiment, votre sentiment. Maxime Liogier? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, très bien. Donc pour nous, en fait, ce qui se passe, c'est une opération qui a été menée à la va-vite, une expulsion de 300 boulistes, le plus gros club de pétanque de Paris, le plus féminin de France, tout ça pour donner le terrain à un hôtel de luxe, donc qui dit qu'il va l'ouvrir au public, mais quand on connaît la clientèle de l'hôtel de luxe, qui est à 99%, je dirais, touristique, avec ça parle pas français là-bas, ça parle pas Paris, ça parle pas Montmartre 3. Nous, on est juste le dernier lieu de vie de quartier de Montmartre, et là, on est la mairie de Paris nous fout à la porte comme des chiens. Voilà, on nous met dans le caniveau et puis on nous dit allez merci, au revoir le sport, alors que la veille, dimanche dernier, nos féminines ont été sacrées championnes de Paris des clubs. Donc le sport, Anne Hidalgo, elle veut promouvoir le sport, les féminines dans le sport et tout ça, et en fait elle fait tout l'inverse dans ce dossier. Et puis pour accorder un terrain associatif, l'exploitation d'un terrain associatif, un hôtel de luxe, c'est juste honteux. Et donc il y a forcément quelque chose là-dessous, il y a des collusions, des connivences. On n'en démord pas et on va se battre jusqu'au bout, on n'a pas perdu. Alors, vous dites on n'a pas perdu, vous allez vous battre jusqu'au bout, comment? De quelle façon voulez-vous battre jusqu'au bout? Déjà, il y a des référés qui ont été lancés ce matin et hier, un référé liberté pour qu'on récupère le matériel, parce que ils sont rentrés sur le site, là, ils ont tout cassé. Toute la journée, on entendait les coups de burin. Vous dire la BAC et les CRS qui étaient là, c'est ça? La BAC, les CRS, la police nationale, ils ont tout cassé, ils ont tout foutu dans des camions et tout ça est parti. Donc nous, il faut que, on récupère nos affaires. 2, il faut que la mairie, comme elle s'y était engagée et qu'elle ne l'a toujours pas fait, nous trouve un terrain pour qu'on puisse jouer au boule et qu'on puisse s'entraîner. On a un club de sport, on n'est pas c'est pas juste une association, non. Et puis, en fait, il faut qu'on respecte le maquis de Montmartre aussi. Le maquis de Montmartre, c'est un site classé. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est la destruction d'un site classé. Et l'État, pour l'instant, ne bouge pas. On espère qu'il va se bouger très vite. Juste une question avant, et je voudrais redonner la parole aussi à Christian Clark. Enfin, il faut en parler. Dites-moi, pourquoi ça fait 50 ans, je crois, que vous existez depuis 71. Enfin, le CLAP existe depuis 1971, si je ne m'abuse. C'est bien ça? Oui, le CLAP est dans les lieux depuis 1972, exactement. D'accord. Et n'a jamais signé de convention parce que la mairie ne nous en a jamais demandé. Mais est-ce que vous avez essayé, ça fait 50 ans, de signer, de voir un peu un accord avec la mairie de Paris? Est-ce qu'il y a eu des tentatives? En 2017, il y a une directive européenne qui oblige les occupants d'un espace public à signer une convention. Donc nous, on est allé voir la mairie et on a demandé à signer une convention. La mairie nous a dit non, il n'y a pas besoin, laissons couler. Sauf qu'en fait, ils ont lancé la procédure qui est plus qu'opaque en fait. C'est pour donner le lauréat, il était désigné dès le début. Et ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt concurrent qui n'avait rien de concurrent. Ils ont donné la cerise sur le gâteau à l'hôtel particulier. Merci, au revoir. Et tout ça, on verra ça en justice.
Alors Christian Clark, justement, quand Maxime Lioger dit que il faut respecter le maquis de Montmartre, est-ce que vous avez l'impression que le maquis de Montmartre, il n'est pas, enfin, je veux dire, est-ce qu'il sera respecté et de quelle façon? Qu'est-ce que vous répondez à Maxime Lioger? Bien entendu que le maquis de Montmartre sera respecté, et encore plus que ça, c'est-à-dire mise en valeur. Aujourd'hui, il y avait une demande de la mairie de Paris de revégétaliser l'endroit, c'est-à-dire d'enlever des tonnes et des tonnes de gravats et de terre qui vont être revégétalisés par des espèces endémiques, des mares, dans l'esprit du maquis de Montmartre. Et donc ça, il y a aucun problème par rapport à ça, et ça va même embellir le lieu. Donc moi je vois pas de problématique. Et ensuite sur la décision, donc il y a eu cet appel à manifestation d'intérêt, ensuite qui a été voté en Conseil de Paris, donc de manière démocratique, et ensuite confirmé par le Conseil d'État. Donc moi je vois pas très bien ce que le décret Pardon, oui, Maxime Lioger. La convention n'a pas été votée, confirmée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il a juste confirmé que le domaine public, le terrain faisait partie du domaine public, et a expulsé, autorisé la mairie à expulser le CLAP. Mais, le maquis de Montmartre, c'est un décret de classement, donc il date de 91, et le décret de Montmartre, il dit que le terrain doit rester en l'état. Le terrain, c'est quoi? C'est avec le boulodrome, avec la buvette, avec tout ça, ça fait partie du maquis de Montmartre. Là, en fait, on s'attaque au maquis de Montmartre, et on est en train de détruire purement et simplement la mairie de Paris s'assoit sur un décret de classement. Et tout ça pour faire fructifier l'activité commerciale d'un hôtel de luxe. Christian Clark. Oui. Pas du tout. La buvette a été construite de manière illégale, avec des ventes. Il n'y avait pas de licence d'alcool. Il y avait, d'après le président de la République de Montmartre, c'est un détournement de fonds à hauteur de 1 800 000 € qui aurait été réalisé depuis 50 ans. C'est une blague. Le président de la République de Montmartre, on en parle à Alain Coquart. Alain Coquart qui est condamné dans l'affaire Urba du PS dans les années 80, qui est aujourd'hui un président fantoche d'une république fantoche, et qui lui... Attendez, on va pas parler d'Alain Coquart et de ses problèmes. Le problème, en fait, ce qu'on ne comprend pas, moi je vous dis à l'extérieur, encore une fois, je vois très bien, je crois qu'il y a des causes légitimes et de part et d'autre, sans jouer les Salomon dans cette histoire, mais je ne comprends pas qu'on ne soit pas arrivé d'abord, que vous n'ayez pas, vous, d'un côté, la mairie de Paris, en tout cas je crois, doit vous trouver un terrain, ça me paraît absolument indispensable. Je pense que Paris quand même a vraiment du terrain, et la mairie de Paris le terrain pour reloger les joueurs de boules, ce qui me paraît la moindre des choses. Et d'un autre côté, effectivement, le problème, c'est un problème de légalité, c'est un problème effectivement de droit, et là, le droit, c'est encore autre chose. Mais Christian Clark, la chose, quand vous dites que le terrain va être rendu au public, est-ce que le public, par exemple, qui va arriver, est-ce qu'il va payer ou pas? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée ou pas? Franchement. Non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un terrain qui va être ouvert comme n'importe quel jardin public, c'est-à-dire de 8h à 19h en libre accès et gratuitement. Le Jardin Junot a signé une convention avec la mairie de Paris. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas du tout une extension des terrasses de l'hôtel. C'est l'ouverture au grand public d'un terrain public. Et après, l'hôtel particulier qui est mécène de cette opération, parce que ça coûte de l'argent de pouvoir revégétaliser un endroit, pour plus de biodiversité dans Paris, et puis notamment d'ouvrir des espaces verts, notamment pour les écoles qui n'arrêtent pas de nous remercier et qui réservent déjà des créneaux. On est en liste d'attente, on ne sait plus comment faire. N'importe quoi. Maxime Lioger. Nous, on a des conventions avec l'éducation nationale. Les élèves des écoles du 18e arrondissement viennent prendre des cours dans le cadre des activités physiques et sportives. C'est du pipeau. De toute façon, la convention qui a été signée, il ne faut pas oublier que l'hôtel particulier mentionne la FN, des associations qui seraient partenariats, toutes ont démenti. C'est du fake. Tout ça, ça s'appelle du greenwashing. Et le CLAP, lui, il a des conventions qui ont été signées avec l'éducation nationale, avec des associations sportives, avec des associations handicapées. Il faut arrêter de faire quoi. À 19h, qu'est-ce qui se passe? À 19h, les clients d'hôtel particuliers, elles arrivent en talons aiguilles pour venir boire un spritz à 25 €, une coupe de champagne à 35 €. Et les voisins, ils n'en veulent pas. Les riverains ne veulent pas de ce projet. Écoutez, on va suivre ça de toute façon, mais vous avez déjà des auditeurs qui appellent. Marie.
Oui, Francis. nous avons Francis de Nancy qui nous appelle. Bonjour Francis. Oui, bonjour Francis. Oui. Bonjour, alors s'il faut choisir un camp, je choisis le camp des boulistes. Je vais faire un parallèle. J'ai un vieil oncle qui a vu une maison squattée pendant 2 ans et demi, squattée, détruite. Il est allé au tribunal, il a gagné, il est retourné au tribunal, il a gagné, période d'hiver, on peut pas expulser, etc., etc. Et donc on n'a jamais obtenu l'expulsion. Là, on débarque avec des bataillons de fonctionnaires, CRS, BAC, police nationale, etc., pour virer des gens à un club de boules. 2 poids, 2 mesures, n'est-ce pas André? Oui, mais Francis, on peut dire ça, mais d'un autre côté, il y a la légalité, c'est-à-dire, et on peut discuter sur l'état de droit ou pas, mais c'est-à-dire que en fait, c'est la mairie de Paris qui décide. La mairie de Paris est propriétaire et la mairie de Paris a décidé, ça c'est clair, et elle a décidé d'ailleurs d'envoyer ses policiers et elle a décidé que ce terrain devait être vendu. Elle a accepté d'être vendu. Est-ce que franchement, là, la responsabilité est du côté de la mairie de Paris, là? Quel que soit le point de vue. Mais l'hôtel particulier, etc., ont agi en toute légalité là, dans ces histoires, non? Oui, non, et moi, sur le fond, il faudra voir ce que ça va donner quand ce sera jugé, parce qu'un club qui existe depuis 52 ans, il a de toute façon une existence légal. Il a sans doute eu des subventions, il est affilié à des fédérations, il a participé à des compétitions, donc ce club existe. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on est capable. Mon oncle aussi avait gagné au tribunal, mais pourquoi on n'obtient pas l'expulsion d'un bien personnel qui est squatté, abîmé, cassé? Oui, mais ça met beaucoup de temps, tout ça. Ça met beaucoup de temps, effectivement. Oui. Mais c'est vrai. Juste un mot, Christian Clark et Maxime Lioger. Maxime Lioger, aujourd'hui, pour vous voulez continuer le combat, enfin, vous voulez continuer la lutte? Mais évidemment, on va pas laisser passer une telle gabégie, en fait. Les recours sont partis en référé. Il y a les recours sur le fond qui vont être jugés parce que le Conseil d'État, il a juste jugé le fait que la parcelle appartienne au domaine public de la ville de Paris. Mais tous les recours contre la Convention qui ont été déposés par des élus de tous bords, je précise, de droite comme de gauche, ils sont le collectif des riverains, les plus proches voisins de ce qui va devenir un Montmartre-Hollande, ils sont vent debout contre ça. Ils ont déposé des recours. Donc la mairie de Paris, il faudrait qu'elle revienne un peu, qu'elle remette les pieds sur terre et qu'elle se rende compte qu'elle a fait une énorme connerie. Christian Clark. Écoutez, nous, on a juste répondu à un appel à projet pour ouvrir un terrain public au grand public et le revégétaliser. Et derrière, depuis, vous savez qu'on a fait ça, nous, on subit menace de mort sur menace de mort. Là encore, le directeur de l'hôtel a dû partir pour la journée parce qu'il s'est fait menacer avec sa femme, sa fille. Et on a déposé 10 fois plainte. C'est un enfer pour nous. Vous savez, nous, on veut juste ouvrir un terrain public au grand public et le revégétaliser. Deux positions qui s'affrontent. On va suivre ça. En tout cas, écoutez, vraiment, on espère des deux parties que ça ne se trouve pas dans affrontement, parce qu'il y a une légitimité de part et d'autre. C'est une autre légitimité, effectivement. Et encore une fois, je ne le renvoie pas du tout dos à dos, mais franchement, on espère que ça se passera pas, que ça se passera bien, que les boulistes aient effectivement un terrain, c'est tout à fait légitime, et que force reste non pas à la loi, mais que force reste à la justice. Merci à vous deux. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Ainsi passa le temps qu'il nous fut donné sur la terre. Ainsi passa le temps où effectivement, aujourd'hui, ça se passe très vite. Mais quelquefois, ça se passe très mal. De quoi je parle? Vous allez comprendre tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Dramatique, mieux sec. Et une chanson, oui, une histoire triste. Une histoire triste qui malheureusement se passe trop souvent. Voilà. Une Paulette, 86 ans,
menacé d'expulsion, s'est suicidé. Elle me dira, ah oui, mais des suicides, il y en a, et il y en a trop, mais il y en a. Bien, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà une histoire de France, une histoire française. L'octogénaire vivait dans le camping Chanteclair depuis une trentaine d'années et refusait de quitter sa caravane alors qu'à la suite d'un changement de propriétaire, le lieu devait faire l'objet d'une restauration. Ah voilà, c'était jeudi dernier, c'est le camping Chanteclair d'Aix-en-Provence. Eh bien, une dame âgée de 86 ans s'est suicidée devant son mobil-home dans lequel elle vivait depuis une trentaine d'années. Ils ont retrouvé une lettre écrite, la police, par laquelle elle expliquait son geste. Elle avait confié d'ailleurs à la Provence, au quotidien de la Provence, que la menace d'expulsion évoquée par les nouveaux propriétaires du camping l'avait détruite. Elle a même expliqué avoir perdu une dizaine de kilos. Elle a raconté, la petite dame, je la voyais monter tous les jours. Elle s'arrêtait, faire des papouilles aux chiens. Je suis très choqué de voir comment ça s'est passé, disait un autre résident du camping. Voilà, jusqu'au printemps dernier, le camping était tenu par une seule famille, mais cette dernière a dû le céder à un groupe lyonnais, Utopia. En avril 2024, voilà. Donc, effectivement, restauration, le camping ferme jusqu'au printemps prochain. Et donc les 6 personnes qui étaient là de ce camping, d'une résidence, étaient mises au courant de la situation. Alors, elle dit, une des dames qui dit ça, je me retrouve à la rue avec 3 enfants, alors ce n'est pas plaisant, après on comprend, parce que c'est une grosse compagnie, elle n'est pas là pour faire de la charité. Et oui, c'est ça, c'est une grosse compagnie, elle n'est pas là pour faire de la charité, voilà. Et effectivement, bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Eh bien, on a été un peu chahutés, disent les uns, ils sont venus couper l'électricité, puis l'eau s'est fait un peu à la sauvage, regretter les habitants. Voilà, à 81 ans, je donne des témoignages, Nadine s'est résignée à quitter le domicile qu'elle occupe depuis 18 ans. À contre-cœur, j'ai dû faire beaucoup de travaux, parce que j'imaginais rester ici. Le seul reproche que je fais, c'est qu'on n'a pas vraiment eu le temps de se retourner. Et voilà. Voilà le problème, on n'a pas le temps de se retourner. Pour d'autres gens, justement, Francis parlait des personnes qui squattent, ils ont le temps, il resterait 2, 3 ans, 4 ans. D'autres personnes restent beaucoup plus. D'autres personnes qui sont dans la drogue et dans le point de deal restent là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les propriétaires ne bougent pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, effectivement, quelques mois, eh bien voilà, allez, dégagez, on a besoin de rénover. Et que font les autorités ? Est-ce qu'ils replacent? Est-ce qu'ils sont allés dire à Paulette, 86 ans, écoutez, aucun problème, on va vous reloger, vous allez voir comme on reloge des centaines de milliers de gens actuellement en France qui arrivent. Ah non, Paulette, 86 ans, ben écoutez, qu'elle se débrouille. Elle se débrouille, et ben oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a des rénovations, on vend, c'est comme ça, c'est le business, c'est normal. Et voilà, Paulette, elle a 86 ans, et ben elle se suicide. Et oui, c'est comme ça, ça arrive, c'est la vie, hein. Ça s'appelle « C'est la vie ». C'est pas beau, ce message de cette France humaniste en l'an de grâce 2024. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit l'économiste Jean de Kervasdoué qui nous parlera de son dernier livre, La Grande Mystification, écologie, une imposture qui ne dit pas son nom, aux éditions Albin Michel. Alors, Jean de Kervasdoué, je rappelle que vous n'êtes pas seulement économiste, notamment économiste de la santé, vous êtes aussi agroforestier. Vous êtes membre de l'Académie des technologies et puis beaucoup d'autres choses. Mais alors, c'est intéressant cette grande mystification qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Vous avez déjà écrit sur l'écologie, mais là, vous n'y allez pas, effectivement. L'épée n'est pas restée dans le fourreau et vous y allez, effectivement, à flamberge au vent. Et ce que vous dites, en fait, quelque part, faut le dire, c'est que les écologistes ont tué, ou en tout cas cherchent à tuer l'écologie, quelque part. Oui. Alors d'abord, si je reprends l'épée, comme vous dites, c'est parce que les conséquences sont sérieuses. C'est-à-dire l'augmentation de notre note d'électricité a été multipliée par 2,4, donc 240%, hein, 2,4 en 15 ans. Et tous ceux qui nous écoutent le savent, voilà, et on va d'ailleurs continuer à augmenter.
On a une baisse de la production industrielle. On voit aujourd'hui dans la presse Valeo qui ferme des usines. On voit les 200 millions ou 200 millions d'euros pour les prochaines éoliennes en mer, oui, etc. Bon. Donc tout ça, c'est grave. Alors, et le paradoxe, c'est que donc ils se sont battus contre le nucléaire, alors que c'est le seul moyen sérieux de limiter les rejets de gaz à effet de serre. Ils se sont battus contre les OGM, dont on reparlera, parce que nos gens qui nous écoutent en ont peur, et j'expliquerai en quoi, et ils sont mal informés, alors que c'est le seul moyen de sélectionner des plantes qui peuvent faire deux choses. Résister à la température qui augmente, et d'autre part éviter les pesticides. Et on peut continuer. Alors par exemple, les écologistes ou certains écologistes ont brûlé des scieries parce qu'il ne faut pas abattre des arbres. Donc moi qui ai été forestier, les arbres c'est des êtres vivants, bon, ils naissent, ils poussent, ils grandissent et ils meurent. Donc si on les coupe pas, eh bien on ne stocke pas le carbone en plus qu'il y a dans les planches. Oui, c'est ça. Bon, bref, tout ça c'est absurde avec une croyance dans une nature qui n'a jamais existé. Oh, et une nature n'a jamais existé, vous dites? Non, quand mais même. la nature elle évolue tout le temps. C'est-à-dire si nous étions il y a 16 000 ans. En fait, c'est pas si vieux que ça. C'est-à-dire, quand vous prenez Khéops, c'est 4500 ans. Donc, il y a la pyramide d'Égypte. Donc, vous faites 3 fois Khéops. Bon, d'abord, la mer était 130 mètres en dessous. Et puis, ici, il y avait des mammouths laineux, et autres, des tigres. Dinosaures, peut-être. Non, pas des dinosaures. Non, c'est beaucoup plus vieux, des dinosaures. Mais le mammouth laineux, oui. Des bisons, des tigres, etc. Et quand on regarde plus récemment le livre de Leroy Ladurie, sur le climat, histoire du climat, donc de l'an 1000 à 2000. Et il a fait très beau au moment des cathédrales, au moment de l'ère gothique. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que les Vikings ont découvert le Groenland, qu'ils ont appelé Greenland, la terre verte. Oui, c'est vrai. Donc, puis il a commencé à faire froid. La terre verte, oui. Donc, il a commencé à faire froid, ils sont partis. Sous Louis XIV, il faisait très froid, puisque le vin gelait dans les barriques. Et puis, ça a commencé à se réchauffer au XVIIIe, et ça se réchauffe depuis un siècle et demi, à peu près. Alors, justement, on va essayer, l'histoire, on pourra en parler très, très longuement, mais ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'au fond, tout vient d'une espèce d'ignorance de quoi on parle, d'ignorance sur le monde de quoi on parle. Je ne veux pas dire du mal de vos confrères, mais tous les jours, il y a une confusion formidable entre la météo et le climat. Bon. Alors, le climat, c'est du long terme. Oui. Alors, le climat, c'est du long terme, ça joue sur 30 ans, etc. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, il y a eu des périodes froides, des périodes chaudes, etc. Mais quand on écoute bien, donc malheureusement, les malheureuses personnes dont les maisons ont été inondées, etc., tous les soirs, on nous dit que c'est le climat. Oui, en fait, c'est la météo. On dit que c'est les variations du climat. En fait, alors, quand vous verrez, je cite quelques chiffres dans mon livre, rappelant qu'il est tombé là récemment 600 mm de pluie en une journée. Mais c'est passé exactement la même chose en 1900. Et quand on écoute bien, on vous dit toujours, ah oui, c'est la plus grande depuis. Et vous écoutez bien depuis, c'est 50 ans, 60 ans, etc. Donc, alors vous voyez dans les variations de la météo, il y a 2 ans, le président de la République s'est promené sur le lac de Serponçon. Alors bien entendu, à la fin de l'hiver, là où au moment où c'est le plus bas, avant la fonte des neiges, etc. Et les gens qui m'en parlaient, je dis attends, tu vas voir, il va déborder l'année prochaine. Il va marcher sur l'eau. Il va déborder l'année prochaine. Alors, pourquoi? Il s'est passé 2 phénomènes. Oui. Le premier, c'est qu'on a donné les permis de construire dans des endroits que l'on sait inondables. Là, c'est l'agroforestier qui vous parle, donc on fait des calculs sur ce genre de sujet, sur la probabilité. Et puis, beaucoup plus grave, c'est que les écologistes ont empêché qu'on cure les fossés et qu'on draine les bras de rivière au nom du maintien des zones humides. Alors, quelque chose qui va parler de ça. Donc, on a tous vu cet hiver des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui. Pas loin du Nord-Pas-de-Calais, il y a la Hollande, 100 km. Les mêmes dépressions. Il n'y a pas eu
une maison submergée, tout simplement parce que les Bataves sont de très très beaux hydrauliciens et entretiennent parfaitement leurs fossés. Il y a 30% des maisons en Hollande qui sont en dessous du niveau de la mer, 30% qui sont au même niveau que la mer, et il n'y a pas eu d'inondation. Simplement, nous, on a évité d'entretenir correctement nos fossés et d'avoir des pompes suffisantes pour remonter l'eau, enfin, etc. Mais attendez, vous dites que c'est au nom de quoi? Au nom du maintien des zones humides? Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas entretenu parce que il y a effectivement des oiseaux qui se reproduisent. Alors ça, c'est un autre phénomène que, sauf les agriculteurs qui nous écoutent, ne connaissent pas, mais il faut 14 autorisations pour entretenir ces taillis. Et on n'a pas le droit de le faire avant les taillis, il faut 14 autorisations, vous dites. Et donc, les gens ne le font plus. Donc moi, ça m'a beaucoup frappé. Là, je suis allé chez un ami dans le Midi et je me baladais dans les champs avec un petit œil d'agronome, il me reste des traces. Et je me disais, tous les fossés sont bouchés, etc. Donc, c'est du boulot. Hein. Il faut couper, il faut tailler. Et sinon, eh bien, à la première pluie, ça monte. Et alors, justement, vous en parlez. En fait, c'est ça. C'est les effets pervers. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On a des bonnes intentions, mais les effets, les conséquences, on ne les voit pas. Alors moi, j'ai un réflexe naturel, comme mon nom l'a dit, j'étais élevé en Bretagne, chez les curés, et je me méfie beaucoup des gens qui veulent du bien. Donc en général, ça a des conséquences tout à fait perverses. C'est vrai. C'est quand les effets pervers, on les voit. Alors justement, et vous dites à un moment donné, enfin vous parlez de beaucoup de choses, mais on va parler par exemple, puisque c'est aussi l'actualité, vous dites interdire la vente des moteurs thermiques en 2035 est une ineptie. Alors que tout le monde a dit, mais comment c'est fini, 2035, terminé, moteur thermique. D'ailleurs, vous avez vu que pour entrer dans Paris, si vous avez une vieille voiture au diesel, vous aurez le droit d'entrer 4 fois par an ou 10 fois par an, mais attention, sinon pas plus. Alors, ça, il y a beaucoup de conséquences. Alors, la première, c'est qu'on est en train de mettre en faillite un des atouts de l'Europe, de l'Allemagne et de la France, qui était la voiture à moteur thermique. Le deuxième, c'est que donc on Oui, mais enfin, qu'importe, puisqu'il faut sauver la planète. Oui, attendez, on va y venir après. La deuxième, c'est qu'on est en train de se mettre dans les mains des Chinois, qui ont capté l'essentiel des métaux rares. Alors, ils viennent pas tous de Chine, mais 60% des métaux rares sont raffinés en Chine. Donc, 60% des métaux rares de la planète. De la planète, oui, sont raffinés en Chine. Donc on est en train de passer d'une dépendance du gaz et du pétrole à une dépendance des métaux rares qui est essentiellement dans les mains de la Chine. Troisièmement, on arrête de faire des progrès sur les moteurs. Vous et moi, André, sommes suffisamment jeunes pour nous souvenir des voitures qui consommaient 13 ou 14 litres au 100. Maintenant, des bonnes voitures, c'est 5-6 litres. Et donc, et on sait qu'on sait faire des voitures à 2 litres. Bon. Et à 2 litres, le rejet de gaz à effet de serre est beaucoup moins élevé que le rejet de gaz à effet de serre des voitures électriques. Et les particules fines ont diminué de façon drastique. Oui, ça, on sait. D'accord. Donc, effectivement, vous dites qu'on ne comprend pas pourquoi, donc, cette interdiction... C'est au nom d'une croyance. Alors, en plus, comme vous le savez, donc, on découvre beaucoup de choses, et j'allais dire malheureusement et heureusement. Malheureusement parce que ça a beaucoup de conséquences, heureusement parce qu'il était encore temps. Donc, quand Poutine a envahi l'Ukraine, et que l'on a coupé le gaz russe, on importe le gaz, donc, pour l'essentiel, maintenant, des États-Unis. Et ce gaz est liquéfié, c'est ce qu'on appelle le GNL. Bon. Donc on le collecte, on le compresse, on le liquéfie, on le transporte liquéfié, on le décompresse, enfin, etc. Bon, et le bilan thermique et le bilan carbone de tout ça est bien pire que le bilan d'une voiture au gazoil. Oui, parce qu'il y avait le méthanier qui transporte ce gaz et qui dégage tout ce qui dégage, quoi. Alors il y a une autre folie dont on peut dire un mot, qui est l'hydrogène. Oui, alors justement, parlons-en de l'hydrogène. Alors, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que le premier moteur à hydrogène, c'est 1800. Le premier moteur à explosion à hydrogène, c'est 1850. Le premier bateau à hydrogène, c'est 1900. Donc on sait faire. Alors pourquoi on ne fait pas? Parce que c'est idiot. Alors pourquoi c'est idiot?
Parce que l'hydrogène, pour tous ceux qui ont fait 2 heures de chimie dans leur vie, ils se souviennent que l'hydrogène, on le trouve dans l'eau ou dans le gaz méthane ou butane. Donc l'eau, c'est H2O, donc hydrogène plus oxygène. Et le méthane, c'est CH4, donc hydrogène plus carbone. Bon. Or, c'est des molécules très stables. Donc, pour sortir l'hydrogène, il faut dépenser énormément d'énergie. Il faut la monter à 1000 degrés, la séparer et récupérer ce gaz qui n'est vraiment pas un truc très sympa, mais même quand il brûle, ça fait de l'eau, mais avec de l'oxygène. Mais c'est pas très sympa parce qu'il est très volumineux, donc on est obligé de le comprimer. Et aujourd'hui, si les voitures à hydrogène marchent dans Paris, vous savez pourquoi ? C'est grâce au charbon australien. Ah bon ? Ben oui. Ah oui, elles sont ravitaillées au charbon australien. Non, c'est le charbon australien permet de casser les molécules de méthane et de faire de l'hydrogène qui est envoyé en Chine. Mais alors tous ceux qui disent que l'hydrogène demain, c'est l'énergie de demain. Oui, etc., my foot, comme disent les Anglais. Non, oui, mon œil. Tout simplement, sauf si, alors je dis un mot, il semblerait qu'il y en ait dans le sol à l'état natif. On vient d'en trouver au Mali. On fait des recherches en France et ailleurs, mais on ne sait pas s'il y en a un peu ou beaucoup. S'il y en a beaucoup, ça pourrait être une solution. Mais sinon, le reste, le bilan hydrogène, alors tous les gens qui nous écoutent, là, n'investissez pas d'argent dans une entreprise qui fabrique de l'hydrogène, vous allez le perdre un jour proche. Voilà ce que dit le professeur Kervas-Doué. À vous de voir. On va en reparler juste après une toute petite pause. Et si vous voulez réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff reçoit aujourd'hui Jean de Kervas-Doué qui nous parle de son livre La Grande Mystification, écologie, une imposture qui ne dit pas son nom. Et on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Jean de Kervas-Doué, La Grande Mystification. Et c'est une intéressante, effectivement, une imposture qui ne dit pas son nom. En fait, jamais, comme vous le savez, une imposture ne dit son nom. Et par exemple, parlons-en des agriculteurs. Vous savez, ici à l'émission, à Sud Radio, on reçoit beaucoup d'agriculteurs. En ce moment, vous avez vu, les mouvements un peu reprennent parce qu'ils sont au bout du rouleau. En tout cas, beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup au bout du rouleau. D'autres en profitent, d'autres pas du tout. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé, cette grande mystification de ce saccage de l'agriculture dont vous parlez, Jean de Kervas-Doué? Alors, on a cru que la nature, en fait, c'est un comportement religieux. C'est-à-dire qu'on a cru que la nature était bonne. Et donc, la nature est naturellement bonne et l'homme est naturellement pollueur. C'est ça. Hein, voilà, comme les insectes qui filent la malaria, tout ça, c'est bon. D'ailleurs, pardon de cette parenthèse, mais quand on vous dit que le moustique tigre remonte le long de la vallée du Rhône, la réponse est oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise plus d'insecticides. Mais enfin bon, revenons aux agriculteurs. Revenons aux agriculteurs. Donc, on a cru que la nature était bonne et on a vendu et défendu, avec l'aide de Leclerc, de Carrefour, etc., l'agriculture biologique et à l'aide de grandes subventions. Et on a pénalisé l'agriculture raisonnées en interdisant alors un nombre croissant de produits phytosanitaires. Alors, les écolos parlent de pesticides, mais il n'y a pas d'agriculture sans produits phytosanitaires. Pas plus qu'il y a de médecine sans médicaments. Donc, le phytosanitaire, c'est les médicaments de l'agriculture. Sinon, on voit bien d'ailleurs cette année le drame de la vigne en Bordeaux, et notamment parce qu'il a beaucoup plu. Et donc les gens qui sont passés en bio, ils ont dû mettre du cuivre et encore du cuivre. Enfin, la bouillie bordelaise, puisque c'est la seule utilisée pour traiter le mildiou. Et donc cette année, on va avoir de très très mauvaises récoltes et d'assez mauvais vins, sauf dans cette région-là au moins. Donc on a réduit le nombre de produits, on a accru le nombre de normes. Moi, par exemple, je donnais une conférence à la FDSEA, à la Fédération départementale en Bretagne, et j'aime bien les voir. J'aime bien les voir parce que d'abord ils sont très, si j'ose dire, cultivés. Ils sont très internationaux. Et l'un d'entre eux m'expliquait, écoutez, nous avions le monopole
d'importation des pommes de terre semences en Égypte. On ne l'a plus parce que nous, on ne nous autorise plus qu'un seul produit. Les Néerlandais en ont 2. Mais si on trouve une patate infectée, ils nous renvoient toute la cargaison. Ah, carrément, ouais. Et donc on est en train de perdre un certain nombre de marchés. Aujourd'hui, et je pense que ça va étonner nos auditeurs, aujourd'hui, les surfaces plantées en OGM dans le monde, c'est 220 millions d'hectares, c'est-à-dire 4 fois la surface de la France. Donc il y a 4000 OGM vendus dans le monde. Et en gros, les OGM... Surface vendue en organisme génétiquement modifié, 4 fois la surface de la France, d'accord. Alors, pourquoi ça marche mieux? Tout simplement parce que, au lieu d'utiliser des méthodes archaïques de sélection génétique, parce que le blé, même avant les OGM, il était très, très génétiquement modifié. Donc, et on bombarde des semences avec des rayons X pour les faire muter, etc. Donc, en quoi des mutations aléatoires d'un grain est mieux qu'une mutation raisonnée? Donc, ça, c'est quand même, il faut mais alors, attendez, je comprends pas. Moi, ça fait 20 ans qu'on nous dit que l'OGM, c'est le poison, Monsanto, etc. Et nous avons vu Noël Mamère et tous les autres détruire des champs d'OGM aux salutations de la foule en délire. Enfin, alors, seulement en France, parce que j'ai découvert assez récemment que Greenpeace, qui mène la bagarre en France, ne la mène pas du tout aux États-Unis, ni du tout en Nouvelle-Zélande. Ah bon? Sur les OGM. Géométrie variable. Très géométrie variable et très conviction variable. Donc ça, c'était parce qu'ils se sont aperçus à un moment donné, les grandes associations écologiques, qui, il faut le rappeler, ne sont pas financées par le bon Dieu ni par leurs adhérents, mais le plus souvent par des fondations, dont une fondation qui joue un rôle essentiel dans cette affaire, c'est la Fondation Rockefeller. Or, la Fondation Rockefeller, c'est quand même proche de Rockefeller, c'est-à-dire proche de Standard Oil, c'est-à-dire contre le nucléaire, etc., et contre EDF notamment. Donc tout ça n'arrive pas par hasard. Et donc on a pour la première fois un drame, c'est-à-dire que le Sénat qui fait de bons rapports, contrairement aux conférences citoyennes. Donc le Sénat a fait un rapport il y a 10 ans, ce qui est en train d'arriver, que la balance des paiements agricoles, pour la première fois qu'elle existe, va être déficitaire. Elle n'est excédentaire que grâce au vin et aux spiritueux. Donc on perd de plus en plus de parts de marché. Et pour terminer sur les OGM, une tonne de maïs OGM vaut $200 de plus la tonne que non OGM, tout simplement parce que les grains sont plus sains. C'est-à-dire dans la mesure où vous êtes capable de lutter contre les pestes, que ce soit des chenilles. En fait, l'OGM améliore, vous voulez dire, c'est pour ça qu'il est sélectionné. C'est pour ça qu'il est sélectionné. C'est pour éviter d'utiliser les pesticides et qu'il y ait un combat naturel entre la plante et ses parasites. Et ses parasites, c'est ça. Mais alors, comment vous expliquez? Alors, est-ce que c'est toujours justement la science devenue religion? Parce que c'est le gros problème. C'est-à-dire, en fait, c'est qu'on transforme la science. Enfin, on essaye, certains. Mais comment vous expliquez que l'OGM est devenu, en tout cas, en 25 ans, en tout cas, ça fait devenu vraiment va des rétro Satanas? Alors, vous l'avez dit, c'est-à-dire que il y a derrière. Donc, il ne faut pas oublier que ces mouvements sont anticapitalistes et décroissants. Donc Monsanto, c'est le diable. Il faut dire que cette entreprise ne s'est pas toujours bien comportée. Donc voilà. C'est clair. Oui. Donc, mais de là à dire qu'ils font pas de bonnes choses, etc. Aux États-Unis, par exemple, le glyphosate, qui est un produit absolument extraordinaire, et dont il est très combattu ici. En France, oui. Alors, la Food and Drug Administration, qui est l'équivalent de notre HAS, c'est elle qui autorise, a interdit à l'État de Californie de marquer que ce produit pourrait être cancérigène. Il ne l'est pas. On connaissait un truc très étudié, très débattu. Il y a une cohorte sur 45 000 agriculteurs avec... bref, je ne passe les détails techniques. Et les alternatives sont pires. Alors on voit que l'absence du glyphosate pour la SNCF, ça lui coûte 500 millions d'euros, parce qu'ils ont essayé de cramer les mauvaises herbes. Enfin bon, ils n'y arrivent pas, donc vous les enlevez à la main. Enfin, tout ça, c'est de l'obscurantisme, mais derrière, il y a effectivement l'image de Monsanto, l'image du capitalisme, l'image de la propriété de la nature, enfin, etc., etc. Ouais. Bon. Le capitalisme pollueur, sanguinaire, etc. Il y avait un vieux dessin que j'adorais, c'était deux de nos ancêtres dans une caverne, l'un disant à l'autre,
Bon, écoute, l'eau est pure, l'air n'est pas pollué, mais pourtant, comment ça se fait? Notre espérance de vie n'est que de 30 ans. 30 ans. Et encore 20 ans à l'époque. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Et pour réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à appeler notre standard au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ah, je ne suis pas le seul, hein. Jean de Kervasdoué aussi, mais enfin il le fait paisiblement lui, mais il est dans tous ses états quand il fait l'inventaire. Dans son livre La Grande Mystification, l'a paru chez Albin Michel qui vient de paraître, effectivement, on a vu sur la voiture, on a vu sur l'agriculture, tout ce qui se passe est à la fois ignorance d'un côté, croyance de l'autre, crédibilité en plus, etc. Et justement, parlons de la forêt. Vous avez été agroforestier, vous l'êtes toujours, et vous dites, la forêt, comment les écologistes ignorent l'écologie? Vous voulez dire quoi à part ça? Tout simplement, vous les avez vus d'ailleurs à la télévision, qui empêchent simplement qu'on fasse des coupes. Donc des coupes d'arbres, parce que ça serait anti-écologique. Or, les arbres, ils naissent. D'ailleurs, en France, on est assez écologique, j'y reviendrai. Ils naissent, ils grandissent et ils meurent. Et si on ne les exploite pas, eh bien, ils meurent sur pied, ce qui est très bon pour un certain nombre d'insectes, mais ce qui n'est pas très bon pour la planète, puisque une des qualités du bois, c'est qu'il stocke de l'énergie. Mais oui. Si vous voulez, très curieusement, les gens vont être choqués de ce que je vais dire, mais le bois, c'est l'excrément des arbres. C'est assez joli. C'est-à-dire que les arbres, ils poussent par l'extérieur, et la partie morte, elle reste, et elle stocke du carbone. Et donc, alors... Vous dire l'écorce, enfin, tout... non, mais... Le bois pousse, encore une fois, par l'extérieur, par l'équivalent des vaisseaux sanguins. Et donc, chaque année, on voit la pousse qui est de 1 demi-mètre. Mais si vous voulez, un peuplier, c'est 20 ans. Un conifère, c'est 60 ans. Un hêtre, c'est 120 ans. Un chêne, c'est 180 ans. Mais si aujourd'hui la France est le leader mondial des tonneaux de chêne exportés dans le monde entier pour le vin, c'est parce que M. Colbert a décidé de planter des forêts pour faire du bois de marine. Mais comme c'est très long, ça met comme quoi, bien M. Colbert. Voilà. Et donc, pour exploiter la forêt, donc on plante et on fait des coupes. Il y a eu longtemps un débat entre les forestiers français et les forestiers allemands d'ailleurs. Mes ancêtres forestiers français étaient pour la régénération naturelle, notamment des hêtres, c'est-à-dire on coupe les grands sujets, mais on garde le couvert, on attend une glandée, ça vient pas tous les ans, et quand il y a des petits plants, on les laisse pousser. Les Allemands étaient pour les coupes rases et pour planter. Et aujourd'hui, on vous dit, non, il faut, il faut surtout pas couper les arbres. Il faut pas couper les arbres, alors en plus, la France a un problème, mais depuis très très longtemps, c'est que la France a une grande surface forestière, beaucoup d'entre elles est mal exploitée. Et celle qui est exploitée, nous vendons du bois pour faire des meubles en Italie, et maintenant on vend du bois pour faire des meubles en Chine qui nous reviennent sous forme d'IKEA. Vous savez, c'est cette phrase que je redis très très souvent depuis que je l'ai lu dans un livre formidable. Il dit « Dieu a créé le monde, le reste c'est la Chine ». Je crois que nous avons une auditrice en effet, c'est Elisabeth d'Ariège. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabette. Oui, bonjour. On vous écoute, Elisabeth. Oui, bonjour. Eh bien, moi, je suis outrée par les propos de votre invité, parce que, pour moi, il connaît rien à rien. Il brosse énormément de choses. Il oublie qu'il y a de plus en plus de pathologies graves et chroniques, des tumeurs, des cancers, maladies de Charcot, etc. Et que toutes ces pathologies sont liées à des pollutions graves, pas que agricoles, agroalimentaires aussi. Que les insectes, sont de plus en plus rares et que ça, c'est catastrophique. Et il a qu'à venir dans les campagnes pour voir. Si les insectes disparaissent, il n'y a plus d'abeilles, donc on ne pourra plus manger. Enfin voilà. Je suis outrée que Sud Radio ait invité quelqu'un comme ce monsieur avec les propos qu'il tient. Voilà. Écoutez, il va vous répondre, ce monsieur. Oui, alors, madame, il se trouve que mon métier, plus que ça, c'est la santé publique. Il se trouve que j'ai créé une école de santé publique avec l'Institut Pasteur.
Et il se trouve aussi, mais vous ignorez peut-être ça, que l'espérance de vie en France n'a jamais été aussi longue. Donc, c'est vrai. En train de diminuer, monsieur. Mais bien sûr que non, madame. Bien sûr, mais écoutez, vérifiez vos chiffres. Non, mais écoutez. Non, écoutez, on peut discuter. Non, on peut discuter de tout, sauf des chiffres. Donc voilà. Donc, allez regarder les statistiques de l'INSEE que je regarde tous les mois. Pour la première fois, les hommes en France ont atteint 80 ans d'espérance de vie à la naissance, alors que quand je suis né, moi, en 44, c'était 61 ans. Oui, donc on a mais depuis... oui, non, mais attendez. Depuis quelques années, c'est en train de baisser. Mais non, c'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai, madame. Mais vous connaissez combien de cancers autour de vous, certes? Mais écoutez, madame, encore une fois, madame, écoutez-moi. J'ai été... Non, mais... On ne tombera pas d'accord. Non, mais écoutez, simplement, vous avez dit quelque chose, non, Elisabeth. Il faut écouter. Vous avez dit effectivement, laissons l'espérance de vie. Enfin, effectivement, il y a des chiffres. Mais Elisabeth, vous avez dit oui, mais voyez, les insectes, ça disparaît, etc. Et au fond, ça, vous dites, vous ne connaissez rien parce que vous dites que ça se passe pas du tout dans le sens où ça devrait se passer. C'est là où je voudrais que vous répondiez, Jean Degas-Vasdoué. Non, alors je terminerai sur la première partie. Il y aura une autre idée que vous avez développée après, simplement pour dire que, comme on ne l'a pas dit, j'ai été le patron de tous les hôpitaux de France et que je me soucie bien entendu beaucoup, comme vous probablement, des gens malades, des malades mentaux et du reste. Simplement, il est vrai que nous finissons tous par mourir de quelque chose et que cette fin de vie se manifeste par des maladies dégénératives malheureusement, des cancers, des maladies cardiaques et le reste. Mais le biais de l'entourage n'est pas une preuve statistique. Alors néanmoins, vous avez dit une chose exacte, c'est vrai que le nombre d'insectes baisse, mais ce n'est pas vrai que la pollinisation baisse. Il y a une très très longue étude sur 80 apiculteurs dont la seule démonstration était de dire qu'il y avait des bons et des mauvais apiculteurs. Alors de là à néanmoins, il est vrai que les insectes et les abeilles se font attaquer par un virus qui s'appelle le Varroa et qu'il y a des morts de colonies. Et c'est vrai aussi que ces insectes se font attaquer par une guêpe, je ne crois pas que ce soit une guêpe, mais un insecte asiatique qui viennent manger leur colonie. D'accord. Et les conséquences, c'est quoi les conséquences sur notre pour santé, le miel, pour le miel, il n'y en a pas. La consommation de miel n'a jamais été aussi élevée dans le monde qu'en ce moment. Et pour l'instant, la pollinisation, il y a absolument aucun danger. Simplement, c'est vrai que l'usage. Alors le problème des abeilles, c'est qu'elles ont à la fois trop et pas assez à manger. Donc parce que ça, c'est lié à la monoculture. Donc quand vous regardez au printemps les champs jaunes, vous voyez que effectivement, dans le colza, elles vont avoir à manger. Et puis après, il n'y a plus rien. Alors c'est pour ça qu'aux États-Unis, notamment, les abeilles voyagent. Donc elles passent l'hiver en Floride, ensuite elles vont en Californie, ensuite etc. pour pouvoir se nourrir et suivre les floraisons dans le continent américain. Non, mais là, monsieur, je suis désolée, mais bon, il y a dans les Pyrénées-Orientales, les gens sont obligés de polliniser leurs courgettes à la main. Enfin, non, là vraiment, je pense que vous avez des éléments qui sont. Voilà, je poursuivrai pas la discussion. Moi, je suis outrée, tout simplement. Il y a des contre-vérités abominables. Merci. Bon, écoutez, chacun a son avis et chacun a son opinion. Elisabeth, vous avez la vôtre. Je crois que nous avons Sébastien. Sébastien, oui, qui nous appelle de Martinique. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais donc intervenir par rapport à des faits que nous suivons depuis quelques années. En 2013, il y a eu un gros mouvement contre le mariage pour tous. Et en fait, un débat qui a été mis au placard, c'est donc les 70% d'OGM qui ont été acceptés, votés au Sénat le 5 juin 2013. Alors nous, on était plus de 5000 personnes devant 1 million de personnes avec des pancartes. On s'en fout de la vie sexuelle des animaux humains. Mais en tout cas, ça a été un des premiers combats qui aujourd'hui nous interdit en Martinique d'être dans une capacité de planter nos légumineuses, c'est-à-dire qu'on nous interdit, on nous traite de hors la loi si nous voulons développer nos légumineuses pays
parce que, premièrement, les légumineuses sont riches. Je ne vais pas faire la liste, mais en tout cas, pour ne pas rentrer dans le médical, ça accompagne fortement les personnes âgées, parce que dans les EHPAD, elles sont très très mal nourries. Et notamment, le problème du sucre en Martinique, c'est que nous mangeons du sucre toute l'année. On ne nous interdit pas les fruits à pain et chupoutchines qui sont remplis d'amidon. Nous mangeons des pâtes, nous mangeons du riz. En réalité, nous mangeons du sucre toute l'année. Donc, c'est ce qui crée des problèmes d'Alzheimer, des problèmes de pathologie dans tous les sens, neuronaux et autres. Nous avons un très grand médecin qui a été mis au placard parce que justement, en 2 mois, il a soigné Alzheimer. Et c'est un grand naturopathe, Dr Chapelle, qui a écrit 3 grands livres. J'ai envie de pleurer parce que nous sommes en Martinique dans une prison dorée et on nous interdit de tout. Et ensuite, on nous traite d'indépendantistes, alors que nous, tout ce que nous souhaitons, alors que nous avons aimé notre mère patrie, la France, et je le dis haut et fort au nom de tous les Martiniquais qui ont rêvé pour nous la ruée vers l'or, c'était Paris, c'était pas du tout les États-Unis. On a toujours aimé la France, mais aujourd'hui, on se retrouve avec une volonté politique de détruire tout ce qui se met en place pour aider le peuple. Et je crie haut et fort que la France devrait suivre le mouvement Martinique. Alors Sébastien, ça c'est une émission sur la Martinique qu'on va faire et qu'on a déjà fait. Là vous élargissez le problème et je comprends, mais je voudrais qu'on reste un peu sur cette histoire de légumineux. Vous connaissez ça? Non, oui. Enfin... Dans les inquiétudes réelles, bien sûr, ce ne sont pas les OGM, mais c'est la croissance de l'obésité. Donc nous avons, pendant longtemps, la France s'est distinguée et nous étions en gros beaucoup moins obèses, mais malheureusement, il y a une croissance de l'obésité, c'est les tout jeunes, c'est les 10 ans. Et c'est dû à quoi? C'est dû à Alors, c'est dû, pour une des choses que vous évoquez, monsieur, à juste titre, c'est dû à l'évolution des habitudes alimentaires. C'est-à-dire que il se trouve qu'historiquement, la manière dont mangent les Français est parfaite. 3 repas par jour, en famille, des fruits et légumes, des produits de saison, tout ça c'est très bien. Mais que malheureusement aujourd'hui, le repas de midi, il est pris en snack rapide, etc. Que beaucoup de... Puis le sucre, ils ont parlé, le sucre caché, réel ou caché, alors notamment dans les boissons, etc., et que les jeunes adolescents, bon, ce qu'ils mangent, c'est des pizzas, des frites et des produits qui ne sont pas très bons pour la santé. Alors en plus, les mamans ou les papas, mais les mamans c'est plus fréquent, qui sont célibataires, quand elles rentrent à la maison, que le gamin a commandé une pizza, c'est plus simple que de préparer une viande mijotée comme c'était le cas autrefois. Donc on a un changement des habitudes alimentaires et je terminerai juste en disant un mot, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, ce qui compte, c'est pas tellement les aliments, c'est l'alimentation. Autrement dit, on peut manger de tout, mais à dose mesurée, variée, en suivant les saisons. À consommer avec modération, comme dit le slogan. Je ne sais pas, il est toujours là, Sébastien? Non, il n'est plus là. Justement, je voudrais qu'on aille un peu plus loin et peut-être plus dans le tableau le plus général, Jean Desgarves-Doué. Vous dites quand même quelque chose de... Alors effectivement, vous le développez, mais vous dites la République n'a pas besoin de savants. C'est pas mal d'avoir quelques savants quand même. Ça c'est très important parce que alors cette phrase est celle d'un juge qui a donc jugé Lavoisier. Lavoisier qui était l'inventeur de la chimie et l'inventeur de la santé publique, ça j'ai découvert ça récemment, mais qui avait le malheur pour lui d'être infirmier général, c'est-à-dire très riche. Et grâce à cet argent d'ailleurs il a fabriqué des instruments de toute beauté. Bref. Lavoisier, poursuivi par le tribunal révolutionnaire, ne demande pas d'avoir la vie sauve, mais demande, ce qui est extraordinaire, de terminer une expérience.
Et M. Couffinal dit donc la République n'a pas besoin de savants et il passe à la guillotine. Alors, et il se trouve que j'ai des témoignages de l'Académie des technologies dont je suis membre, de l'Académie des sciences aussi, qui allant voir les présidents de la République et notamment François Hollande en leur disant écoutez, nous sommes à votre service. N'est pas consulté pendant les 5 ans du quinquennat sur les questions du nucléaire. Alors qu'on décidera à ce moment-là de fermer Fessenheim et M. Hollande voulait fermer quasiment la moitié des centrales nucléaires. Oui, on se rappelle de cela, oui, bien sûr. Alors, vous avez eu la farce qui a été la conférence citoyenne sur le climat. La farce parce que ça a été complètement biaisé par les gens qu'ils ont consultés. Ils n'ont invité aucun membre de l'Académie des technologies, aucun membre de l'Académie des sciences, mais en revanche, ils ont invité Nicolas Hulot, le WWF, etc. Donc on voit bien que alors la situation est en train de changer. Pour la première fois, M. Macron a demandé à l'Académie des sciences un rapport sur l'hydrogène, que je conseille à nos auditeurs de consulter, c'est en libre accès, qui montre que l'hydrogène, c'est vraiment pas une énergie d'avenir. On en a parlé de ça, oui, absolument. Je voudrais peut-être qu'on va encore aborder, et puis c'est le dernier chapitre, effectivement, enfin le dernier volet de notre entretien, mais pas le dernier volet du livre, bien sûr, que je vous recommande. Après cette petite pause, à tout de suite. Et vous pouvez réagir à l'émission, poser votre question en appelant au 0826 300 300. André Berkoff et son invité Jean de Kervasdoué reviennent tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Palier de la table ronde. Alors, votre participation à cette libation, à consommer toujours avec modération, évidemment, vous dites, alors là, vous, carrément provocateur, le réchauffement climatique est excellent pour le vin. Oui, mais enfin, le réchauffement climatique... Mais enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas. Le réchauffement climatique. Moi, j'ai entendu, encore une fois, je le répète, la directrice de France Inter dit quiconque ose mettre en question le réchauffement climatique n'aura pas droit de citer chez nous, radio de service public. Alors, non seulement je ne le remets pas en cause, mais je le reconnais. Non seulement j'ai trouvé ça, et ça m'a amusé, dans les cahiers de la Société de géographie, qui est la plus vieille société savante française. Oui. Et donc, il y a un numéro spécial sur le vin. Et les grands producteurs de vin, que ça soit en Bourgogne, la Romanée-Conti ou les grands crus de Bordeaux, disent qu'ils n'ont jamais eu autant de bonnes années ou de très bonnes années que depuis 2000. Alors, tout simplement parce qu'il fait plus chaud. Alors, c'est pas le cas cette année. Hein. Non, c'est ça. Mais en gros, et objectivement, il y a une qualité de vin car c'est proportionnel à la chaleur et visiblement la vigne, qui a un pied pivotant très profond, s'adapte bien à ce réchauffement. Vous osez dire que le réchauffement climatique peut avoir du bon ? Ben oui, et notamment, il suffit de regarder d'ailleurs les terrasses de café à Paris. On pense que quand même les jeunes qui les fréquentent plus que les gens de nos âges, eh bien ils sont là à 11h du soir, encore au mois d'octobre. C'était le cas cette semaine au moins. C'est vrai. Et en fait, donc, vous dites, oui, il y a quelques personnes qui peuvent être assez contentes de cela. Après, il faut voir tout ce qui ne va pas, quand même, de ce point de vue-là. Hein, c'est absolument clair. Mais on arrive à la fin de cet entretien, Jean de Kervasdoué. Vous dites, au fond, il faut qu'on ait une autre approche. L'écologie, c'est important. Évidemment, sauvegarder la planète, c'est très important. L'environnement, etc. Évidemment, qui n'est pas d'accord avec cela. Mais vous dites, en très gros, n'en faites pas une croyance ou une secte. C'est ça ? Non, moi je dis plusieurs choses. Je dis, le réchauffement climatique a lieu. Bien. 2, il est très vraisemblable que l'espèce humaine joue un rôle important. 3, la contribution de la France dans ce domaine est nulle ou quasiment nulle. Donc ce que se fera la France ou rien, c'est pareil.
par rapport aux autres pays de la planète. Parce que nous rejetons 0,8% des gaz à effet de serre. Ils ont augmenté l'année dernière de 1,2. Donc même si la France disparaissait de la carte, ça ferait quand même plus 0,4. Donc si vous croyez qu'on va interdire à l'Inde d'utiliser son charbon, si vous croyez qu'on va interdire au Sénégal qui vient de trouver du pétrole de ne pas le vendre, je crois qu'on se trompe profondément. Et il y a d'ailleurs dans l'écologie un discours colonialiste ou post-colonialiste. Voilà. Bon. Nous, on a le frigo, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, moi, je me suis bien discutant avec un Indien disant, voilà, il faut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Mais je dis surtout, et enfin, l'essentiel de ce qu'il faut faire politiquement, c'est s'adapter au réchauffement. Alors on voit avec les drames des inondations récentes qu'il faut effectivement repenser la manière dont on organise nos villes, dont on draine les cours d'eau. Il faut penser à la climatisation, il faut penser à des tas de choses auxquelles on n'a pas pensé. Or on a fait l'inverse pour l'instant d'ailleurs. On lutte avec un effet marginal contre le rejet de gaz à effet de serre, alors qu'on dépense très très peu d'argent sur la protection du réchauffement. Merci Jean Descartes-Vasdoué. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, la grande mystification. Lisez-le, faites-vous votre avis.